Vous êtes à l'écoute de Radio J, merci de votre fidélité et nous ouvrons ce matin une page d'histoire. Hier nous parlions de l'exécution d'Adolf Eichmann, le bourreau nazi, planificateur de la solution finale. Et bien ce matin nous ouvrons une page consacrée à une période un petit peu moins connue de la Shoah, celle de l'extermination des Juifs d'URSS. Dimanche soir en effet, vous l'avez peut-être vu, France 5 diffusait un documentaire intitulé Vie et destin du livre noir, la destruction des Juifs d'URSS. Un film qui nous montre plus précisément le rôle primordial des intellectuels juifs proches de Staline et qui avaient à l'époque alerté le pouvoir et le monde entier de la situation des Juifs. Leur sort incertain lorsque l'Allemagne nazie envahit l'Empire soviétique à partir de 1941. Et toutes ces inquiétudes ont d'ailleurs été relatées dans un livre, d'où le titre de ce documentaire, un livre qui ne sera jamais publié. D'ailleurs, ces auteurs connaîtront une fin tragique. On va en parler. Il faudra attendre les années 1990, après la chute de l'Union soviétique, pour que ce livre noir soit enfin déterré et montre toute l'ampleur du génocide juif dans l'Empire soviétique. Christophe Dard, vous avez vu justement ce documentaire et tout commence par l'invasion nazie en URSS. Nous sommes en 1941. Et oui, une invasion surprise car 2 ans plus tôt, ça va vous rappeler des cours d'histoire. Hitler et Staline avaient signé en août 1939, la guerre venait d'être déclarée quelques semaines plus tôt, le pacte germano-soviétique. Mais finalement, en juillet 1941, le pacte est rompu, les troupes allemandes déferlent sur l'URSS, envahissent notamment l'Ukraine et la Biélorussie. Quelques mois plus tard, elles n'ont plus les troupes allemandes qu'à 1000 km de Moscou. Et donc, en juillet 42, débute la fameuse bataille de Stalingrad qui va durer 8 mois. Ce que montre le documentaire, c'est que dès l'arrivée des Allemands en Union soviétique, l'horreur débute pour les Juifs. Ils sont alors 5 millions sur ce territoire. Et un journaliste juif va relater ce qui se passe notamment en Ukraine. Il s'agit de Vassili Grossman. Il est correspondant de guerre pour le journal L'Étoile Rouge et il rejoint le front. Et il va effectivement constater en Ukraine que des pillages, des violences et des fusillades se multiplient à l'égard des Juifs, pas seulement par les Allemands, mais aussi, il faut le préciser, par les populations locales antisémites qui en profitent. Un charnier est découvert avec 7000 Juifs fusillés et du coup, dès la fin du mois d'août 1941, des intellectuels juifs lancent un appel radio à leurs compatriotes du monde entier, en particulier américains, pour alerter de la situation. Alors l'acteur Solomon Miroels, qui est en fait le directeur du théâtre juif d'État de Moscou, va lancer « Ne vous bouchez pas les oreilles, ne fermez pas les yeux, les monstres nous visent ». Staline, le tout-puissant chef de l'URSS, est alerté. Il soutient alors, pour commencer, la création d'un comité antifasciste juif. Oui, avec à sa tête justement Solomon Miroels, dont je viens de vous parler, mais il figure aussi dans ce comité Ilya Ehrenburg. Il est journaliste et pendant longtemps, il a été correspondant à l'étranger, notamment à Paris pour la presse soviétique. Et c'est intéressant parce que dès finalement, rapidement en 1941, il sentait que le vent allait tourner en Union soviétique et que les Allemands se rapprochaient à grands pas. Alors un appel aux dons va être lancé pour acheter des armes et des tanks afin de lutter contre l'occupant. Le comité va créer un journal en yiddish, l'Unité, mais en fait Staline joue un double jeu. Pourquoi un double jeu ? Parce que Staline accepte donc ce comité antifasciste juif. Il faut dire que ceux qui le composent sont des pro-staliniens. C'est vraiment des gens très engagés pour soutenir l'URSS et dire que le communisme est le meilleur modèle au monde. Néanmoins, le même Staline fait virer Vassili Grossman et d'autres journalistes juifs du journal L'Étoile Rouge, car selon lui, il y en a trop. Et d'ailleurs, la presse soviétique va parler de moins en moins, voire plus du tout, des crimes commis contre les juifs. Autre preuve de l'attitude trouble de Staline et de manière plus générale du Parti communiste d'Union soviétique, c'est lorsque Vassili Grossman va être envoyé, on va dire d'une certaine manière, en purgatoire à Odessa, puisqu'il a perdu son boulot, et il constate que l'armée rouge arrête des juifs. Et pendant ce temps, le comité antifasciste juif est très actif. Oui, Solomon Miroels et le poète Ixip Pfeffer partent aux États-Unis en tournée. Alors il va y avoir un fameux discours de Miroels devant 50 000 personnes, discours prononcé à New York en yiddish, et parmi les personnes présentes, le physicien Albert Einstein, qui a quitté l'Allemagne, comme vous le savez, pour les États-Unis au début de la guerre. Il est présent et il va leur souffler l'idée à Pfeffer et Miroels d'écrire un livre noir pour relater ce qui se passe en URSS depuis le début de l'invasion allemande et donc s'en servir comme preuve lorsque les nazis devront rendre des comptes. La rédaction de ce livre noir débute alors. Elle mobilise une trentaine d'auteurs, plus de 300 correspondants et des centaines de témoignages de survivants et de témoins. Mais que dit ce livre finalement ? Malgré le fait que les nazis, comme à Babi Yar, près de Kiev, où 70 000 juifs ont été exécutés, essayent d'effacer des traces de leurs crimes, des preuves accablantes de l'ampleur de la tragédie sont collectées, notamment sur ce qui se passe à Minsk, en Biélorussie. Grossman
et Ehrenburg, qui sont devenus amis, qui font partie du comité qui travaille surtout sur ce livre noir, eh bien vont constater que la ville est incendiée, mise à sac par les nazis, que des juifs ont été pendus, fusillés, gazés, et ils avaient même été contraints de vivre, comme vous le savez, dans le fameux ghetto de Minsk. Et donc le livre noir qui aborde aussi pas seulement les crimes, mais aussi la courageuse résistance des juifs. Et lorsque les Allemands capitulent en 1945, les chiffres sont là, tragiques. Près d'1,5 million de juifs ont été exterminés en Union soviétique entre 1941 et 1945. Le livre noir est terminé et soumis au bureau soviétique de l'information, puis à Staline. Mais alors que dit-il, Staline ? Eh ben, vous allez tout comprendre par cette lecture. Le manuscrit insiste trop sur l'activité des collaborateurs locaux, donc en clair l'armée rouge. Cela diminue la force de l'accusation principale contre les Allemands, qui devait être le but essentiel de ce livre. Donc vous l'avez compris, le livre noir est censuré. Ehrenburg jette l'éponge, il quitte la direction du bouquin. Du coup, c'est Vassili Grossman qui va le remplacer. C'est très important parce que c'est lui qui a révélé notamment ce qui s'est passé à Treblinka en Pologne, ce camp où 900 000 juifs ont été exterminés par les nazis. Et puis, le comité antifasciste juif va enlever des passages incriminants pour plaire aux autorités soviétiques. Et l'ouvrage est publié ? Eh ben non, toujours pas. Le Kremlin interdit sa parution. Alors du coup, évidemment, c'est un choc pour le président du comité antifasciste juif, Solomon Miroels. D'ailleurs, ce dernier va connaître une mort tragique et très suspecte. Oui, puisque son corps est retrouvé sans vie à Minsk en janvier 1948. Alors, il a droit à des funérailles nationales. On parle d'un accident, oui, sauf qu'un rapport du KGB cité justement dans ce documentaire diffusé dimanche soir sur France 5, eh bien, affirme que Staline a ordonné son assassinat. Paranoïaque, complètement parano. Staline manifeste dans ces années-là un délire antisémite. On est alors au début de la guerre froide. Les Juifs sont suspectés d'être des espions à la solde des États-Unis et de comploter contre le dictateur d'origine géorgienne, Staline, qui accuse notamment les Juifs de préparer la création d'une république indépendante en Crimée qui leur servirait de base à une attaque. Les maisons d'édition, les journaux en yiddish sont interdits. Les passages en yiddish sont supprimés dans les films, notamment ceux justement de Solomon Miroels. Le théâtre juif de Moscou ferme ses portes et plus tard, vous le savez, Ilana, il y aura ce fameux complot des blouses blanches qui va accuser les médecins juifs d'avoir organisé et perpétré des assassinats, notamment dans l'entourage de Staline. Et que devient donc le comité antifasciste juif et le livre noir ? Vous imaginez que dans ce contexte-là, c'est compliqué. Les 13 membres du comité sont arrêtés, incarcérés dans la fameuse prison secrète de la Loubianka à Moscou, puis exécutés dans les sous-sols de cette prison en 1952. Inutile de préciser que le fameux livre noir est saisi. Il se retrouve dans les archives des services secrets, le fameux KGB. Le comble est que Ehrenburg, qui a pourtant participé à la rédaction de ce livre noir et soutenu le projet, va représenter l'URSS dans les congrès pour la paix et défendre la politique de Staline jusqu'à la mort de ce dernier en 1953. Merci Christophe Dard pour ce dossier. Un rappel de cette date historique. Staline meurt en 1953. Si la campagne antisémite se termine, le livre noir n'est toujours pas publié et il faudra attendre les années 1990 pour qu'il sorte enfin des archives du KGB. Il est publié en Russie en 2010, révélant enfin aux yeux du monde entier l'ampleur du génocide en URSS durant la Seconde Guerre mondiale. Vie et destin du livre noir, la destruction des Juifs du RSS. Le documentaire est toujours disponible sur le site francetv.fr.